Ok, alors notre prochain film, c'est Your Name, sorti en 2016, qui est un drame fantastico-romantique de Makoto Shinkai, qui lancera sa carrière et le placera comme un talent influent et à suivre dans le cinéma d'animation japonais. Alors, je vais prononcer les noms des acteurs, je m'excuse d'avance pour la mauvaise prononciation, mais c'est avec Ryunosuke Kamiki et Mone Kamishiraishi. Voilà, désolé. Bravo. Désolé, vraiment massacre. Bref. Donc, c'est un véritable succès, voire un chef-d'œuvre pour la critique presse et la critique spectateur. Et le film fut un carton au box-office mondial, plus de 200 000 entrées en France, ce qui est beaucoup pour un film d'animation. Alors, Your Name raconte l'histoire de Mitsuha, qui est une jeune lycéenne qui vit dans un village au milieu des montagnes. Taki, lui, vit au centre de Tokyo. Un jour, Mitsuha rêve qu'elle est un jeune homme à Tokyo et Taki rêve qu'elle est une jeune fille dans un village de montagne. Quel mystère se cache derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées que tout oppose et qui ne se sont jamais rencontrées? Alors, l'animation du film est vraiment somptueuse. Je pense que tout le monde le dit, donc ça va sonner comme une banalité, mais c'est la vérité. Autant que les séquences réalistes de la vie quotidienne, avec ces surfaces brillantes, métallisées de la ville, sont vraiment très sensorielles d'une certaine façon. Autant les séquences abstraites, comme celle de la comète, sont de pures merveilles de couleurs, de formes et d'abstraction. Sans parler de la nature japonaise qui est... À chaque fois, ça me rend fébrile. Et ce que je trouve vraiment merveilleux avec l'animation, c'est qu'ici, dans ce contexte de film, donc on parle quand même d'un film fantastico-romantique, c'est que ça participe à rendre une sensation de l'environnement des personnages et ça permet de sublimer le récit en lui donnant un aspect presque de conte. Et je pense que au vu des éléments fantastiques et je pense même à toute la mythologie qui se cache derrière le film, c'est pas à sous-estimer. Je pense que ça va vraiment participer à l'impression en fait très sensorielle que va avoir tout le film. Et à mon sens, c'est aussi ce qui permet vraiment de nous mettre dans la peau des personnages et de ressentir aussi fortement l'opposition et la dualité qu'on retrouve en quasi tout aspect du film. Pour vous faire la petite liste, on a les croyances traditionnelles versus la modernité, la campagne versus l'urbanisme, le féminin versus le masculin et le passé versus le futur. Donc en fait, on se rend compte que c'est à peu près tout ce qui caractérise le film, en fait, cette dualité entre les deux protagonistes et aussi l'univers. Et quand je dis univers, c'est vraiment au sens de, pas juste du monde et de l'environnement qui les entoure, mais vraiment au sens universel, déjà par les notions qu'on développera plus tard et qui sont très philosophiques d'une certaine manière, et aussi la figure de la comète qui nous ramène un peu au cosmos. Donc on a deux personnages que tout oppose, même le temps. Et du coup, c'est très intéressant ce que ça dit sur la notion du temps, mais on y reviendra plus tard. Et pourtant, le film s'évertue à raconter comment tout ce qui s'oppose finit en fait par se rencontrer, et même plus encore, par se confondre. Et je trouve que c'est une croyance, une idée qui est très commune en fait dans la philosophie asiatique en général. On le voit par la philosophie de Bouddha, par le taoïsme, entre autres par exemple avec le symbole du yin et du yang que tout le monde connaît, ou encore le shintoïsme. Alors, pour revenir sur la notion du temps que j'ai évoquée un petit peu plus haut, je pense que c'est une des vraies originalités du film. Et surtout, c'est ce qui nous permet en fait d'avoir ce plot twist, un peu d'ailleurs comme dans Us, ce retournement de situation qui nous fait penser que le but en fait de nos héros est impossible à atteindre. Donc on a 3 ans, 2 réalités parallèles et une météorite qui sépare nos deux protagonistes des retrouvailles que tout le monde espère à ce stade du film. Et alors qu'on se retrouve dans un dilemme intrigant, on a une solution qui défie les lois physiques du monde matériel dans lequel on vit. Et je pense que c'est pour cette raison-là que le monde décrit à travers la philosophie asiatique est si intéressant. Parce que là, en fait, ou dans l'introduction de cet épisode, on décrit le fait de voir et de comprendre un monde, entre guillemets, fait de matière et du coup soumis à des lois physiques intangibles et finies, donc en utilisant un principe de dualité entre deux extrêmes, ce qui nous permet, en fait, en tant qu'humain, de mieux saisir, en fait,
ce monde-là. Ici, on sort complètement de cette logique. Taki trouve la solution pour sauver Mitsuha en traversant la frontière de la matière et en pénétrant en fait dans ce que la grand-mère de Mitsuha appelle l'au-delà, qui est en fait un temple naturel créé au cœur d'un cratère, qui d'ailleurs, je trouve, ressemble à une sorte de précédent impact d'une autre météorite, ce qui est assez troublant. Oui, ça a été dit que dans l'histoire qu'il y avait une autre météorite il y a des milliers d'années qui a créé le premier lac, de la ville. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y a un autre fragment qui s'est détaché pour créer le fameux cratère où il y a le temple de la famille. Ouais, bah je trouve que la symbolique est très très belle. Et justement, une fois dans cet au-delà, il boit ce qui est appelé la moitié de Mitsuha, qui est le Kashikumisake. Et cela lui permet d'entrer dans un autre temps qui le réunit au passé et qui révolutionne finalement tout le cours du temps lui-même. Et là, la grand-mère nous parle alors d'un mot qui est le mot musubi, qui est en fait ce qui unit toute chose, qui est le cours du temps, la nourriture qui s'unit à l'âme, les fils qui se nouent, qui se démêlent et se renouent. Et quand Taki boit la moitié, entre guillemets, de Mitsuha, cela lui permet de s'unir à elle, de s'unir au temps et de s'unir à tout. Et je trouve que c'est extrêmement intelligent dans la manière de voir et de traiter la dualité, parce qu'en fait, on se rend compte que ce qui était censé être séparé en tout point et ne jamais se retrouver, ici, bah, se confond et devient en fait un. Et d'ailleurs, en parlant de dualité, il y a une dualité en particulier qui m'a vraiment intéressée, c'est le féminin versus le masculin. Parce qu'il y a une parenthèse, enfin j'appelle ça une parenthèse dans l'analyse, parce que c'est un peu à côté quand même. Il y a une parenthèse que j'ai trouvée fantastique dans le film. C'est la manière dont l'échange de corps est traité. Alors oui, certes au début c'est très comique, c'est assez réaliste je pense dans ce que tout à chacun ferait s'il se retrouvait dans un corps opposé. Et je trouve que c'est traité avec beaucoup de légèreté, c'est très mignon et c'est un peu étrange à la fois. Enfin, j'ai trouvé ça très, très bien fait. Mais surtout, je trouve que ça parle du féminin et du masculin de manière très très innovante, en tout cas, je trouve en Occident. Parce que quand ils racontent leur journée échangée, il y a souvent des mentions du fait que Mitsuha a romantiquement plus de succès auprès des hommes, mais aussi des femmes d'ailleurs, quand c'est Taki qui habite son corps. Et à l'inverse, c'est vrai aussi, on le voit dans la relation que Taki entretient avec Mademoiselle Okudera. Grâce à l'intervention de Mitsuha, il arrive à la charmer, entre guillemets, beaucoup plus facilement. Sauf qu'en fait, c'est Mitsuha qui est dans son corps. Et le propos, à mon avis, est très très fort. Parce que dans des temps comme aujourd'hui, où la notion de genre est à révolutionner, je pense, ça nous indique clairement que les deux genres qui se mêlent en un, donc par exemple Mitsuha qui est en fait Taki dans son corps, ou alors vice-versa. Donc ces deux genres qui se mêlent donnent une personne en général bien plus charmante, complète et rassurante qu'un seul des deux genres. Et en fait, la complémentarité décomplexée, et j'ai envie de dire presque naturelle, donc les deux personnages en fait sont juste eux-mêmes quand ils habitent le corps de l'autre. Ils cherchent pas vraiment à changer et à devenir l'autre. C'est vraiment juste une sorte de voyage dans le corps de l'autre, mais avec sa propre personnalité. Et en fait, cette complémentarité-là, du féminin couplé au masculin, permet de bousculer la limite stricte, fermée et définie des genres pour en détacher un être, entre guillemets, androgyne, et en fait pour créer un être qui est universellement attirant, autant pour les femmes que les hommes. Et je pense que ça vient casser en fait les concepts de l'homme très viril, du dictat de la femme qui doit être très féminine, mais pas trop, pour nous pousser à accepter une identité double qui en fait cohabite sans conflit. Et là, à nouveau, en fait, dans des choses qu'on voit complètement, de manière complètement opposée, si le féminin c'est une chose, le masculin c'est une autre, en fait, on se rend compte que quand ça parvient à cohabiter sans conflit, eh ben, on se retrouve face à un être qui est en puissance, j'ai envie de dire, dans tous les sens du terme, autant en termes de personnalité que d'harmonie au final et d'équilibre. Alors, je suis d'accord avec toi et en même temps pas d'accord. Je m'explique. Je suis complètement d'accord que typiquement le fait que l'un change son corps pour être dans le corps de l'autre, ça les pousse à embrasser leur côté féminin pour Taki, leur côté masculin pour Mitsuha. Et comme tu dis, ça peut leur donner comme une finalité de leur conscience et tout. Cependant,
heu, quand ils sont dans le corps de l'autre, j'ai pas l'impression que, ils agissent en leur enfin, ils agissent dans leur vie courante déguisés enfin, ouh comment dire ça? Quand ils sont dans le quand par exemple Taki est dans le corps de Mitsuha, je pense pas qu'il agit pour son profit, il agit pour le profit de l'autre. Typiquement, je pense qu'ils se sentent pousser des ailes et tout ce qu'ils font, c'est pour aider l'autre. Donc c'est pour ça notamment que, Mitsuha, quand elle est dans le corps de Taki, fait tout pour que, ce dernier ait un date avec sa boss et c'est pour ça que, Taki, comment dire? Essaie de plus s'affirmer dans l'école ou auprès de ses amis et tout pour faire connaître sa voix, quoi et pas se faire marcher sur les pieds, de pas s'effacer, quoi. Donc à mon avis, tout ce que fait l'un, le fait pour le bénéfice de l'autre. C'est pas tellement l'idée d'acquérir une nouvelle conscience ou un vrai soi-même, mais je pense que c'est véritablement pour aider l'autre et c'est d'ailleurs pourquoi ils s'échangent des messages, des enfin, pas des messages, mais des recaps de leur journée, passée dans le corps de l'autre. C'est pour justement, aider l'autre dans un chemin que lui-même ne peut pas céder, quoi. C'est en gros comment je peux t'aider à rendre ta vie meilleure. Alors certes, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais pour moi quand même, il y a quand même autre chose derrière parce que après je pense que ce que je dis, c'est une symbolique aussi, c'est pas, concrète enfin, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Parce que dans le film, c'est sûr que c'est toujours un peu différent, mais je pense que c'est peut-être, bah, des en fait, juste une vision à faire évoluer, tu vois? Et à prendre symboliquement. Mais il y a quand même un moment, par exemple, où on se rend compte que Mitsuha, quand elle parle du rendez-vous qu'elle a réussi à prévoir pour Taki et Mademoiselle Okudera, elle lui dit: «Ah bah, j'espère que quand il y aura le jour du rendez-vous, ce sera sur moi que ça tombe parce que j'ai vraiment très envie d'aller au rendez-vous avec elle». Et donc je pense qu'il y a quelque chose quand même de très, très naturel dans les relations qu'elle crée avec les autres et que certes, c'est pour aider l'autre, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'eux, en fait, juste qui émane et qui reste très authentique et naturel. Oui, mais finalement, quand on aide l'autre, est-ce que c'est pas aussi pour éprouver du plaisir pour soi-même? Oui, mais je pense que c'est les 2. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on peut pas enlever la partie, très, enfin, je pense que oui, voilà, on peut pas vraiment, enlever, cet aspect-là de la chose. Pour moi, c'est un tout, en fait. C'est pour ça que, pour moi, mêler les 2, c'est arriver à quelque chose de très, bah, de très complet au final. C'est une sorte de complémentarité qui se crée entre eux. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour rester quand même sur la thématique de l'échange de corps, moi je peux, après à nouveau, c'est à prendre, je pense, dans une vision peut-être plus symbolique du film, dans une sorte de deuxième dimension, deuxième lecture. Mais je me demande quand même si en fait l'échange de corps, si toute cette aventure, c'est pas simplement un rêve par lequel en fait elle se permet de découvrir, donc elle, Mitsuha, se permet de découvrir tout ce qui est totalement opposé à elle. Et je pense qu'en ce sens-là, c'est un peu similaire à Us aussi, parce que c'est au final connaître l'autre, mais aussi pour mieux se connaître soi-même. Et c'est une sorte de duplicité à ce niveau-là. Donc oui, ça peut sembler un peu fou, mais par exemple, il y a un passage très étrange où quand elles reviennent du cratère, donc Mitsuha, mais qui est en fait Taki, la petite sœur et la grand-mère, à un moment donné, la grand-mère lui demande si elle n'est pas en train de rêver, alors qu'elle est en train de regarder le paysage et tout. La grand-mère s'approche et lui demande: «Mais Mitsuha, est-ce que tu es vraiment Mitsuha? Est-ce que tu n'es pas en train de rêver?» Et là, en fait, la séquence d'après, c'est Taki qui s'éveille dans son propre corps, mais avant, on voit un peu l'âme de Taki sur un fond totalement noir, un peu dans une sorte de transparence. Et en fait, il s'est pas endormi dans le corps de Mitsuha comme d'habitude. Simplement, il s'éveille comme s'il était vraiment en train de rêver. Cette scène, elle m'a perturbée parce que je trouvais que ça allait un peu contre la logique qui avait été établie avant dans le film. Donc, je sais pas si toi, tu as une clé d'interprétation, mais en tout cas, ça m'a un peu perturbée. Et de plus, la grand-mère lui parle du fait qu'elle doit laisser derrière elle quelque chose après être entrée dans le tombeau. Elle appelle ça le tombeau de Dieu, enfin, cette espèce de temple un peu naturel. Elle lui dit qu'elle doit laisser ce kashikumisake, donc ce qu'elle appelle en fait la moitié d'elle. Et c'est ce que Taki en fait boit pour sortir du temps, entre guillemets, et entrer dans une sorte de bulle spatio-temporelle qui en fait lui permet d'avertir Mitsuha. Et quand on voit que l'échange de soi, que le double, c'est en fait une manière souvent de se confronter à soi-même, on pourrait se dire que c'est en fait une super belle métaphore pour parler de la découverte de soi. En plus, ces deux adolescents de, je crois, 17 ans,
que c'est aussi une manière voilà, d'explorer en fait son côté féminin, son côté masculin, et aussi de parfaire en fait son unité, ce que la grand-mère appelle Musubi. Moi, il y a un truc qui me perturbe entre parenthèses, c'est que la grand-mère dit que à un moment, elle dit à sa fille que elle a vécu. Bah non, du coup, je crois qu'elle le dit à Taki, du coup. Et c'est pas c'est sa petite fille en plus, je suis con. Elle lui dit que ça lui est arrivé aussi que elle rêvait d'être dans le corps de quelqu'un d'autre, et que apparemment c'est quelque chose de famille. Apparemment, c'est quelque chose que la mère de Mitsuha a ressenti, c'est quelque chose que la grand-mère de Mitsuha a ressenti, et c'est comme si c'était quelque chose de, un don familial ou une malédiction. Et ça, je trouve, ça rejoint pas mal le fait que, notamment leurs pratiques, culturelles de religion, tout leur héritage culturel familial qui est très intéressant, je trouve, car, c'est quelque chose qui n'a pas de source, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de signification. On nous dit clairement dans le film qu'en fait, c'était, le temple a été brûlé, je ne sais plus, et que du coup, on n'a plus aucune info sur, le pourquoi, une offrande, ce que tu appelles, c'est quoi le nom là que tu dis? Musubisake là? Kashikumisake. Kashikumisake, merci. Putain, tu l'as bien dit en plus. On nous dit que ce processus pour cela, je vais pas le redire, désolé, bah, c'est quelque chose, on ne sait plus en fait d'où il vient, on ne sait plus d'où il provient, mais juste on le fait quoi. C'est l'idée que l'acte prévaut de lui-même. C'est comme si, donc de par cette tradition familiale, en fait, on se rend compte que c'est l'acte qui prévaut à la signification. C'est comme si c'était la connaissance était transcendée par la portée de l'acte. Comme si, la connaissance n'avait plus aucun sens. C'est comme si l'acte en final comptait, quoi. Et le fait que, comment dire? Bah, le tu peux redire le mot, s'il te plaît? Kashikumisake. Voilà, et bah, en fait, ce soit typiquement du saké fermenté à partir de bouillie de riz, mâché par, du coup, Mitsuha et sa sœur. Bah, ça montre, je pense, ça donne une portée un peu, mystique, philosophique à tout ça, et comme si, en fait, il y avait comme si cette tradition avait une source surnaturelle qu'on ne pouvait pas quantifier, qu'on ne pouvait pas comprendre parce qu'on n'a pas les données dessus, qu'on n'a pas les connaissances, mais que, bah, c'est grâce à cette culture, cette, je vais pas dire religion, mais cette tradition que, bah, Taki arrive à transcender, le temps et l'espace pour arriver, dans le corps de Mitsuha des années auparavant, au moment de le jour où, la météorite va s'écraser. Je pense que c'est comme si, la religion, la tradition était une force, entre parenthèses, occulte qui leur permettait de transcender leur corps, et en un sens, et ça rejoint aussi le fait qu'ils échangent un peu ils échangent de corps chaque nuit. Bah, ça m'a un peu quand même rappelé, les dreamwalkers ou les marcheurs de rêve que l'on peut voir notamment dans la chamanerie, avec l'idée que l'on transcende son enveloppe corporelle pour atteindre un autre niveau de conscience, une autre vie. Et il y a un truc intéressant, notamment en termes d'animation, c'est quand, Mitsuha, non, bah, pour le coup, non, c'est Taki, dans son corps et dans son âme, boit je vais toujours pas y arriver. Kashikumisake. Voilà, merci. Et bah, typiquement, il y a un truc, il trébuche sur de la mousse par terre, il voit le plafond, et là, il y a une sorte Hmm. d'hallucination picturale, de enfin, De la comète. voilà, exactement, de la comète et tout, qui se dévoile à lui, et c'est comme si, bah, il entrait dans le portail qui lui permettait de transcender son corps, son esprit pour entrer dans le soi, et je pense que c'est le pourquoi, en fait, c'est ça. On a les conséquences, tu viens de les exposer, mais le pourquoi, je pense, c'est quelque chose de surnaturel, et je pense que c'est un lien qui les unit au-delà des compréhensions humaines, mais je ne suis pas sûr après tout. Mais d'ailleurs, là maintenant que tu évoques la grotte, vraiment le dessin est magnifique. Je trouve ça tellement beau. Mais surtout, ça m'évoque en fait les grottes préhistoriques où on a en fait ces images picturales qui sont peintes, qui sont une espèce de vestiges du passé. Et d'ailleurs, j'avais vu, complètement hors sujet, pardon, mais si j'avais vu dans un article qu'il y aurait des chances qu'en fait, ces animaux peints
ce soit en fait une manière de reconstituer les constellations dans le ciel en fonction des troupeaux qui passaient à une certaine période de l'année. Comme en fait une espèce de calendrier. C'est assez impressionnant. Et en fait, on se rend compte que même c'est... Bah, par exemple, même là, la comète, elle a un sens, comme tu dis, il y a un sens qui transcende en fait la simple vie corporelle, physique, et qui l'amène en fait dans cette espèce de dimension perdue, où même d'ailleurs les deux ne se voient pas, juste ils parviennent à s'entendre sans se voir. Comme si chacun était resté quand même dans sa bulle, mais qu'ils arrivaient à communiquer à travers le passé en plus. Mais typiquement, les origines de leur tradition, elles peuvent venir tout simplement du lieu de la première météorite, hein. Et ça expliquerait notamment pourquoi les peintures, dans le mini temple là, soient vieilles et tout, et pourquoi, bah, la grand-mère vient rassembler les offrandes en ce lieu. C'est peut-être, tout simplement quelque chose de très vieux, mais une force, qui, transcende les âges et les époques et les sociétés. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est un film en fait extrêmement difficile à analyser. Déjà parce que je pense on n'est pas éduqué dans la même Bah, culture le pour le folklore japonais, que la quoi. culture asiatique. Voilà, on n'a pas le même folklore, on n'a pas du tout en fait même les mêmes références, je trouve. Et du coup, pour nous occidentaux, c'est assez compliqué de saisir de manière juste ce qui est dit. On le comprend, mais c'est dur de le ressentir vraiment et de le comprendre plus profondément. Très dur à analyser parce qu'on n'a pas du tout les bons codes. Mais par contre, je trouve que ce qui est fantastique, c'est, et j'avais déjà le même sentiment quand je regardais des films d'animation, par exemple de Miyazaki, qui sont beaucoup plus anciens, c'est cette compréhension euh, émotionnelle en fait et instinctive qui te permet en fait de sentir les choses sans même avoir peut-être le folklore en tête ou des connaissances. C'est ça que je trouve très très beau la plupart du temps. Je pense que c'est ce qui peut se rapprocher le plus d'une sorte de poésie au final. C'est ce qu'on appelle la poésie cinématographique, mais c'est vrai que c'est très difficile à analyser et par contre, on le saisit, mais d'une autre manière, en fait, de cette même manière très hors du physique, hors du concret, hors de la connaissance, c'est autre chose. Bah, je pense typiquement que, en fait, comme par exemple les sociétés occidentales ont été, enfin la culture des sociétés occidentales a été, possiblement fortement, influencée par la religion, monothéiste catholique, avec la notion de bien du mal, tout comme, bah, la religion shintoïte, je crois que c'est ça pour le Japon, Shintoïste, peut-être. voilà, a sans doute, bien évidemment, grandement influencé la culture et tout. Ça, c'est indéniable, tout comme, je sais pas, l'hindouisme peut, influencer le cinéma, de Bollywood. Mais oui, bah, bien évidemment, comme tu dis, on n'a potentiellement pas tous les codes pour interpréter, en fait, le on n'a pas ce bagage culturel pour comprendre tous les signes, les significations, le rapport aux choses, les et tout ça, mais voilà. Bah, moi, il y a quand même quelque chose que je voulais noter quand même de Your Name qui m'a vraiment choqué. Mais vraiment choqué, hein, c'est un truc, j'avais déjà vu dans Your Name, mais là, je m'en suis vraiment aperçu. C'est qu'en fait, j'ai remarqué que le motif de la tresse était omniprésent, mais au point de, de se retrouver dans l'organisation même de l'histoire. Le principe d'une tresse, en fait, c'est l'entrelacement de plusieurs fils afin d'obtenir une association de fils formant un motif et in fine une tresse, quoi. Et on se rend compte que, bah, l'histoire est organisée de la même manière. Parce que dans un premier temps, nous suivons le fil de Mitsuha, sa vie au quotidien, sa famille, ses amis, et comment parfois elle découvre les actes commis par une autre version d'elle-même, à savoir Taki déguisée. Et plus tard, dans le récit, on accède à la même situation, mais du côté de Taki, avec sa vie à Tokyo, ses amis, son travail, et comme Mitsuha, la confrontation avec des actes commis par une autre version de lui-même, à savoir Mitsuha. Bref. Et ce que nous pouvons y voir dedans, c'est que les fils, tout comme les consciences des deux personnages, prennent la place de l'autre, prennent la place dans la vie de l'autre, et ensemble, ils s'entrelacent, changent de place pour former le motif de la vie. Et on a parlé de Musubi, enfin d'ailleurs, tu en as parlé tout à l'heure, Musubi, non, oui, Musubi, la doctrine que explique la grand-mère, où elle dit: «Nos traits sont à l'œuvre de Dieu, elles représentent le cours du temps lui-même, les fils s'assemblent, prennent forme, se mêlent, se nouent, parfois ils se démêlent et se renouent».
C'est ça Musubi, le fil du temps. Et pour moi, c'est exactement le film, l'organisation que prend le scénario, que prend l'histoire, que prend les destins des personnages. Et le but du film, justement, c'est comment le temps a dénoué ses fils et comment Mitsuha et Taki vont tout faire dans leur pouvoir pour renouer ces fils perdus et oubliés, quitte à transcender le temps et l'espace. Parce que du coup, le problème du film, il réside dans le fait ils se sont rencontrés à des moments différents dans leur vie. Et le but alors est pour Taki de devoir retourner dans le temps afin de sauver Mitsuha de la ville de la météorite. Mitsuha et la ville de la météorite, pardon. Autant dire, il doit démêler ce nœud dans la tresse afin de tout reconstruire. Et du coup, donc cette dualité que vivent Mitsuha et Taki, c'est un peu le résultat de quelque chose qui fait partie d'un tout. Une tresse nouant leur destin, leurs amours et leurs âmes. Et je trouve ça très beau en tout cas de prendre un motif et de le transposer à une histoire, à un destin, à des personnages, comme si ça faisait partie d'un tout, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je trouve ça, je l'avais pas vu, et pourtant je trouve ça très très beau parce qu'on le ressent. Bah à nouveau, je trouve que c'est ce truc qu'on ressent, cette espèce d'énigme en fait, parce il y a quand même bah, quand Taki part justement à la recherche de Mitsuha et qu'en fait on se rend compte que Mitsuha l'avait déjà vu 3 ans avant, qu'à ce moment-là elle lui avait donné le bracelet, enfin du coup cette espèce de tresse qu'elle a fait et que lui a oublié et qu'ensuite ils s'oublient tous les deux pour se retrouver encore après, beaucoup plus tard. Bah, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment très très beau parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte en fait que la plupart des films qui sont très justes, c'est parce qu'ils ont cette manière d'incorporer une forme à un fond. Et c'est une forme en fait qui en dit tout autant que le fond, mais en fait, on l'aperçoit pas directement, on ne l'analyse pas parce que c'est quelque chose de très inconscient. Et pourtant, ça détermine notre manière même de percevoir le film et de percevoir l'histoire et ses personnages. Ouais, c'est exactement ça, je suis totalement d'accord. Et autre dernière chose, moi ce que je trouve très intéressant dans le film, c'est que contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas le temps ou je sais pas, le lieu qui est un véritable antagoniste du film. Pour moi, c'est leur mémoire. C'est l'idée que la perte de leur mémoire est le seul obstacle à leur réunion, leur seul obstacle à leur connaissance de l'existence de l'autre. En fin de compte, la perte de la mémoire, c'est la seule chose qui les empêche de vivre pleinement leur amour. Car sans la mémoire de l'autre, seul nous reste notre individualité. Sans ce lien affectif inscrit en nous, l'autre ne devient plus qu'un, plus qu'une inconnue. Et heureusement, les fils qui les unissent, les fils de leur destin, ils sont plus forts que la mémoire elle-même, car le corps et l'instinct sont plus forts que tout. Les souvenirs disparaissent, mais pas les sentiments, pas les émotions et pas l'amour. Et c'est pour ça notamment qu'ils arrivent à se retrouver à la fin. C'est parce qu'ils savent, au-delà de leur mémoire, que c'est quelque chose de physique, quelque chose d'instinctif, qu'ils ont ce besoin de se retrouver ensemble. Et ça, je trouvais ça très beau que une relation ne se définit pas, ou un lien entre deux personnes ne se définit pas par la mémoire, mais par ce qu'on ressent vis-à-vis de l'autre. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est hyper juste parce que on se rend compte que la mémoire, c'est quelque chose de très relié au mental, tu vois. C'est quelque chose de très, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de très concret d'une certaine manière. Et c'est vraiment horrible parce que d'un côté, quand tu perds la mémoire, bah, c'est toi-même qui te fais défaut à toi-même. C'est une sorte de traîtrise, en fait. Bah, typiquement, Alzheimer, c'est ça en fait. Exactement. Parce qu'en fait, tu te perds toi-même. C'est horrible parce que c'est vraiment le pire processus, je pense. C'est vraiment toi-même, en fait, qui te trahit. Et du coup, je pense que le truc qui se rapproche le plus de ça, c'est quand tu as un mot sur le bout de la langue et que ça passe, tu vois, c'est là. Et tu sens que c'est là, mais tu ne peux pas décrire ce que c'est. Tu peux pas trouver ce que c'est. Cette espèce de sentiment affreux. Et je pense que les personnages, du coup, ils sont vraiment réduits à cette sensation de mots sur le bout de la langue qu'ils n'arrivent pas bah, à définir. Et je pense que c'est pour ça que le coup de foudre en fait de la fin, euh, oui, qui peut-être est un petit peu cliché, mais qui reste quand même très, très beau parce qu'on l'a attendu ben, pendant 1h30 quand même. Et, euh, et c'est vraiment un coup de foudre en fait. C'est ce truc, mais comme tu as dit, qui transcende en fait la mémoire, qui transcende pardon, la connaissance, qui transcende le corps même. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et je pense que c'est ce qu'on peut appeler amour. Et pour le coup, moi, ça me fait quand même vraiment penser au phénomène de réincarnation qu'on trouve également énormément dans les philosophies asiatiques. Avec cette perte de la mémoire et en fait ce truc qui ressurgit, mais qui est, ouais, bah, qui est cette chose qu'on perd potentiellement de vie en vie et qu'on retrouve plus tard.
dans un autre corps, dans une autre vie, dans une autre identité. Je trouve ça magnifique. Voilà. Mais du coup, je te pose une question, un problème. Est-ce que c'est possible que, finalement, Taki Mitsuha, soit la réincarnation de 2 personnes qui, comme la grand-mère, bah, sont destinées à se pas se retrouver et se perdre et tout, mais, enfin, c'est comme si, en gros, c'était 2 amants qui, chaque génération, se retrouvaient pour se perdre en tout et qui devaient se retrouver, dans chaque vie. Est-ce que inévitablement, c'était pas ça le truc, quoi? Vu qu'il y avait déjà eu une météorite 2 météorites? Je sais pas. Ah oui, OK, je vois Enfin, ce je que me tu trompe veux peut-être. dire. Mais c'est peut-être l'idée que c'est 2 amants qui sont destinés à se perdre et se retrouver encore et encore. Bah, pour moi, c'est l'essence même de la réincarnation et c'est ce qui unit, en fait, les gens aussi à travers la réincarnation, c'est ce sentiment d'amour, au final. Donc moi, je pense pas que ce soit extrapolé totalement que de dire que oui, c'est peut-être des âmes qui se perdent, en fait, et qui se retrouvent de vie en vie. Enfin, moi, je trouve que le film porte ce truc en lui, donc je trouve pas ça, trop tiré par les cheveux. Après le film reste quand même très terre à terre, parce que ça nous raconte cette histoire-là, tu vois? Et leur retrouvaille à la fin, sous la forme de Mitsuha et Taki, mais je pense pas que ce soit moi j'aime bien, partir un peu au-delà des trucs et d'aller chercher aussi autre chose, dans la symbolique et je trouve que c'est assez, juste à mon sens. Bah, oui, le film, je pense, il laisse, des portes ouvertes, enfin, il laisse un peu ce blanc libre à l'interprétation, libre à la magie OK, on a peut-être vous avez les grandes lignes, le comment, on le sait peut-être pas et c'est peut-être à vous l'imaginer et finalement, est-ce que c'est pas important, entre parenthèses, de pas savoir le comment ou du moins, est-ce que c'est pas la magie du tour de magie qu'il faut garder secret ou Oui. Oui, je pense qu'on peut voir ça comme ça. je sais pas.